Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous le matin pour Parlons Vrai chez Bourdin. C'est un plaisir de vous retrouver, évidemment avec tous nos sujets d'actualité et avec vos interventions au 0826 300 300. Nous allons commencer avec le coût de la vie. Première préoccupation des Français. Je suis certain que c'est l'une de vos préoccupations. Dites-nous d'ailleurs, témoignez 0826 300 300. Comment faites-vous? Les prix ont fortement augmenté. Les Français achètent moins. Les distributeurs s'inquiètent. Mais certains profitent de l'inflation. Qui sont-ils? 60 millions de consommateurs répondent dans un instant sur Sud Radio. Parkinson. Journée mondiale ce mardi. La maladie de Parkinson affecte aussi les plus jeunes. 270 000 Français en souffrent, 25 000 personnes diagnostiquées chaque année. Aucun traitement pour en guérir ou en ralentir la progression. Cette maladie ronge les neurones. À 10h45, le professeur David Devos sera avec nous. Il est neurologue. 11h midi, débat autour des médias. 44% des Français estiment que les médias donnent une information fiable et vérifiée. Seulement 44%. L'information diffusée, donnée par les médias est-elle complète, honnête et précise? Dites-nous, est-ce que l'accès à l'information s'appauvrit? La déontologie est-elle de moins en moins respectée? Pourquoi la confiance dans les médias est-elle si basse? Des médias et des journalistes engagés utilisent-ils leur visibilité pour dispenser leur idéologie, parfois au mépris des faits? Les journalistes français sont-ils devenus trop militants? Nous poserons toutes ces questions tout à l'heure, entre 11h et midi, et vous allez intervenir 0826 300 300. Merci d'être avec nous. Comment améliorer votre prise de parole en public? Comment vaincre la crainte d'être ridicule? Le stress, une sorte de timidité paralysante? À 12h05, je recevrai Pierre Varro, ancien directeur général des dictionnaires Le Robert. Il publie Parler comme Obama aux éditions First Edition. Il est 10h32 comme tous les jours. Dans quel monde vit-on? Avec vous, Félix Mathieu. Bonjour Félix. Bonjour Jean-Jacques. Aux États-Unis, la mère d'un enfant de 6 ans vient d'être inculpée. Son fils avait tiré sur sa maîtresse en janvier. Oui, le jeune âge du tireur avait choqué les États-Unis, d'autant que la police avait parlé de gestes intentionnels. Le procureur de Newport News en Virginie a renoncé à poursuivre l'enfant de 6 ans, mais en revanche, sa mère devra répondre des faits poursuivis pour défaillance parentale et mise en danger d'un mineur en laissant accessible une arme à feu chargée. Le 6 janvier dernier, cet élève de CP avait amené à l'école ce pistolet acheté légalement par sa mère. Puis, en cours, il l'avait sorti de son cartable avant de tirer sur sa maîtresse de 25 ans, la blessant grièvement à la main et à la poitrine. Celle-ci, hospitalisée, avait porté plainte contre l'institution scolaire, l'accusant d'avoir négligé ses avertissements quant au comportement dangereux de cet élève. Elle réclamait 40 millions de dollars de dommages et intérêts. De leur côté, les parents de l'enfant assurent que celui-ci souffre d'un handicap aigu, qu'il nécessiterait une prise en charge spécialisée. Ils assurent aussi qu'ils avaient pourtant rangé l'arme dans un lieu sécurisé. Le jour du drame, les États-Unis comptabilisent en tout cas 400 millions d'armes en circulation. Et parmi toutes les fusillades en milieu scolaire qui ont endeuillé le pays ces dernières décennies, une quinzaine sont dues à un enfant de moins de 10 ans depuis les années 70. Il est 10h34, merci Félix. Vous savez que vous pouvez retrouver tous les jours de 10h30 à midi et demi votre émission Parlons Vrai chez Bourdin. Si vous avez manqué le direct ou si vous voulez réécouter l'émission, aucun problème. Elle est immédiatement disponible en podcast sur sudradio.fr et sur notre application Sud Radio. Merci donc d'être avec nous. 0826 300 300, vous témoignez. Et nous allons commencer avec la première préoccupation des Français, le coût de la vie. Et je vais commencer cette émission avec le témoignage de Frédéric. Frédéric est à Paris. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Monsieur Bourdin, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous, auditeur de Sud Radio depuis longtemps, Frédéric. Oui, depuis pas mal d'années même. Bien. Vous aimez toujours? Dites-nous si vous aimez ou si vous n'aimez pas. J'aime bien les opérations de transparence, vous savez, avec les auditeurs. J'aime bien, moi je me souviens, à RMC, je faisais ça. De temps en temps, j'interrogeais les auditeurs, je leur demandais est-ce que vous aimez l'émission ou est-ce que vous ne l'aimez pas? Certains aimaient, le disaient, d'autres n'aimaient pas ou aimaient moins et le disaient. Certains nous disaient il faut changer ça et ça. Bon, on tenait compte. Frédéric, vous aimez, ça va?
Oui, bien sûr, parce que j'aime beaucoup même, parce que il y a de moins en... j'ai le sentiment, vous en parliez à l'instant, Oui. j'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus de militants et de moins en moins d'impartialité et de débat et de contradiction sur les médias. Ah, vous savez que vous me faites plaisir, Frédéric, parce que je combats le militantisme dans les médias, quel qu'il soit. Et je pense qu'on a besoin de contradictions, on a besoin de débats, on a besoin d'explications, d'analyses, et non pas de commentaires systématiques ou de prises de position systématiques qui ne permettent pas une forme de pluralisme. Frédéric, d'ailleurs, on abordera le sujet entre 11h et midi. Si vous voulez réagir sur le sujet, n'hésitez pas. 0826 300 300, ce sera passionnant. Mais Frédéric, ce qui vous préoccupe, ce qui nous préoccupe, c'est le coût de la vie. Vous avez constaté, évidemment, l'augmentation des prix des produits de base, pâtes, huile et beurre. Comment faites-vous ? Bien, effectivement, on a vu que le café avait fait un bond formidable en avant, les pâtes un peu, les produits laitiers, etc. Alors bon, on veut pas s'empêcher de manger non plus. Hein. On fait pas non plus des repas de Noël tous les jours. On est un peu comme tout le monde. Hein. On a nos repas habituels. Bon, ben on subit. Parce qu'on n'a pas le choix. Quand on veut faire dans nos repas quotidiens, si on veut faire de l'extra, ben là, sur les extras, on va un peu plus regarder les coûts, on va comparer beaucoup plus. Mais bon, dans les repas habituels, dans la vie habituelle, c'est un peu comme l'essence, hein, la nourriture. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, l'essence, il faut rouler. Donc, quel que soit le prix, on fait le plein. Et manger, les pâtes, les pommes de terre, le café, on n'a pas le choix. Alors, on pourrait toujours prendre moins cher et prendre des cafés de mauvaise qualité. Mais bon, si c'est pour ne plus avoir le plaisir de manger, le plaisir de boire le café, voilà, on reste sur les marques qui nous conviennent en termes de goût. Mais on constate ça. Alors, vous avez changé votre manière de faire vos courses, Frédéric ? Oui, parce que on était habitué à, on va dire, aller à un magasin, un supermarché. Oui. Maintenant, on a tendance à en faire d'autres, à aller voir. On va chez l'un, on va chez l'autre, on va chez le troisième. Et alors, on perd plus de temps parce qu'en fait, pour faire les mêmes courses, on fait 3 ou 4 magasins. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai ce que vous dites. Et les prix sont comparés et évidemment, les courses prennent plus de temps. Alors, je sais que vous êtes nombreux à faire. Quelles sont vos astuces ? Comment faites-vous pour lutter contre cette hausse des prix ? Merci Frédéric. Vous voulez ajouter quelque chose ou pas ? Non, voilà, je crois que je suis un peu le porte-parole de beaucoup, là. Voilà, vous êtes le oui, Frédéric, vous êtes le porte-parole de beaucoup, mais c'est souvent le cas lorsqu'on a un témoignage sur l'antenne de Sud Radio. Et c'est pour ça que j'aime bien les témoignages, parce que ils servent de porte-parole à une minorité de personnes, une minorité ou pas d'ailleurs, à des personnes qui n'osent pas prendre la parole, ne veulent pas, enfin bon, etc., etc. Merci Frédéric. Merci d'être avec nous. Lionel Mauguin est en direct, auteur de l'enquête dans le magazine 60 millions de consommateurs sur les profiteurs de la crise de l'inflation. Lionel Mauguin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, les prix ont fortement augmenté. Il y a eu encore confirmation depuis janvier. Les Français achètent moins, c'est aussi l'une des constatations faites actuellement. Inflation sur les produits de l'Observatoire de l'inflation, plus 16% depuis janvier. Les distributeurs ont constaté une hausse de leur chiffre d'affaires depuis janvier, mais une forte baisse du volume des ventes au premier trimestre et une baisse du chiffre d'affaires de 5% sur un an. Ça veut dire, Lionel Mauguin, que les prix ont augmenté, ça veut dire que les Français achètent moins. Évidemment, ils achètent moins parce que les prix ont augmenté de telle manière qu'on est obligé de limiter sa consommation. Et l'auditeur disait qu'il n'en était pas réduit à ne plus manger, mais enfin, on sait maintenant qu'il y a des Français qui sautent des repas du fait du prix de l'alimentation. Il y a un tiers des étudiants, par exemple, qui sautent des repas maintenant parce qu'ils n'ont pas les moyens de suivre le rythme des hausses de prix. Et donc, on est dans une situation où les prix augmentent d'1% tous les mois. 1% tous les mois, oui. Ouais, depuis le début de l'année, c'est 1% tous les mois, et donc 1 à 2% même. Et donc, ça devient très, très compliqué de s'en sortir. Et je vous confirme que malheureusement, ça va durer jusqu'au mois de juin, ce rythme de hausse.
Et on espère vraiment qu'il y aura une prise, que les différents maillons de la chaîne, ralentissement, fournisseurs, distributeurs, feront un effort sur leur marge oui, à partir du mois de juin et dès à présent avec le trimestre anti-inflation. oui, évidemment, évidemment. Alors, quels sont les produits un peu délaissés par les consommateurs? Vous êtes à 60 millions de consommateurs. Fruits et légumes, poissonnerie, avant tout? Tout ce qui est cher, c'est-à-dire évidemment la poissonnerie, la viande, elle a augmenté. De manière générale, nous on a les prix sur 100 000 références dans 10 000 magasins. Donc à 30% de hausse depuis un an, c'est pas possible de suivre. Et donc la viande est devenue, les gens achètent beaucoup moins de viande, beaucoup moins d'alcool, beaucoup moins de prix avec une certaine valeur ajoutée. Et on se limite aux produits de base et on redescend à acheter des premiers prix pour qu'on puisse s'en sortir à la fin du mois. Lionel Mauguin, je regardais fruits et légumes, poissonnerie, produits apéritifs, les produits salés, vous savez, les huiles, les produits d'entretien sont les produits qui sont de moins en moins achetés en ce moment, évidemment, parce que ce sont souvent des produits qui sont plus chers. Alors, vous dites, il y a des profiteurs de l'inflation. Mais qui sont ces profiteurs de l'inflation ? Alors, on a essayé de voir quelle était l'évolution des marges des différents acteurs depuis deux ans. Oui. Et on s'est rendu compte que, d'une part, contrairement à ce que disent les distributeurs, l'industrie agroalimentaire a fait quand même des efforts sur leurs marges, oui. Puisque la marge de l'industrie a baissé de 16%. La marge agricole, et pas simplement des exploitants agricoles, a augmenté de 12%, mais dans ces 12%, il faut intégrer tout ce qui a été spéculation sur les marchés des matières premières agricoles qui ont eu lieu au mois de juin. Au mois de juin, il y a 8 opérations d'achat sur 10 sur les matières premières agricoles qui n'étaient pas le fait de l'industrie, mais le fait de spéculateurs, banques d'affaires américaines et multinationales du fret. Et donc ça a amplifié l'inflation qu'on connaît actuellement, et c'est un peu pour ça qu'on peut le pointer, c'est que s'il n'y avait pas eu la spéculation des banques américaines juste au moment du conflit ukrainien, on estime que les prix seraient plus bas de 40%, vous voyez, l'inflation serait plus basse de 40%. Donc il y a une amplification malheureusement de l'inflation du fait de la spéculation menée par ceux qui faisaient le transport. Donc l'inflation est nourrie par la spéculation, on est bien d'accord, oui. Alors que les industriels de l'agroalimentaire ont fait quelques efforts. C'est ça, c'est exactement ça. Alors que les distributeurs... Et les distributeurs eux-mêmes n'ont pas fait d'efforts particuliers sur leur marge. Non, la marge des distributeurs a baissé de 1% depuis 2 ans, oui. Essentiellement dû à la hausse des salaires dans la distribution. Donc il y a des pratiques qui demeurent chez les distributeurs. Par exemple, une pratique qui consiste à acheter au prix de 2021 et à augmenter le prix sur l'étiquette, alors qu'on achète aux fournisseurs au même tarif, en misant sur une rupture du contrat. Donc ça, c'est particulièrement déloyal. Après, il y a eu des fournisseurs aussi qui avaient des pratiques un peu curieuses. Les fournisseurs de bière, par exemple, ont proposé des hausses de tarifs aux distributeurs qui allaient du simple au double. Et on se demande bien pourquoi. Oui. Donc il y a une sorte de partie de poker menteur, de bluff entre distributeurs et fournisseurs qui est un peu préjudiciable aux consommateurs. Est-ce qu'on peut envisager de nouvelles négociations commerciales dans l'urgence compte tenu de l'augmentation de l'inflation? Négociations Il le faut. Il le faut. Là, le trimestre anti-inflation, les distributeurs ont l'air de faire des efforts, et là on peut quand même je suis en train de travailler là-dessus pour voir quel est le plus généreux. On va essayer de sortir un comparatif, mais dès qu'on aura atteint le mois de juin, il faudra que les fournisseurs et les distributeurs renégocient, parce que maintenant le prix de l'énergie, le prix des matières premières agricoles ont bien diminué,
Et il faudrait vite répercuter ces baisses sur le prix à la consommation. Merci beaucoup Lionel Mauguin. Évidemment, pensons aux consommateurs. Il faut que tous pensent aux consommateurs. Merci Lionel Mauguin. Merci, il est 11h moins le quart. Évidemment, vous suivez l'actualité sur l'antenne de Sud Radio et je vais parler de Parkinson. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est une maladie qui progresse. 270 000 Français en souffrent. 25 000 personnes diagnostiquées chaque année en France. C'est la journée mondiale ce mardi de la maladie de Parkinson qui affecte aussi les plus jeunes. Aucun traitement pour en guérir ou en ralentir la progression. Aujourd'hui, le professeur David Devos, neurologue, pharmacologue, spécialiste des mouvements anormaux au CHU de Lille, est notre invité ce matin sur Sud Radio. Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h49, je voudrais parler de Parkinson. C'est la journée mondiale Parkinson aujourd'hui. Professeur David Devos, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, neurologue, pharmacologue, spécialiste des mouvements anormaux au CHU de Lille. Alors, il y a urgence autour de Parkinson. 25 000 personnes diagnostiquées tous les ans en France. Le nombre de malades de Parkinson augmente dans notre pays, mais pas qu'en France. 270 000 Français en souffrent. Et je regardais plusieurs articles. Il y a une progression de cette maladie, notamment chez les quarantenaires, les quadragénaires. Oui, vous avez raison, même si effectivement ce tsunami de problèmes des maladies dégénératives, dont la maladie de Parkinson, avec l'explosion des chiffres, surtout pour les personnes âgées, en fait, plus on vieillit, plus on a un risque élevé d'avoir un Parkinson. À 120 ans, on aurait tous le Parkinson, comme l'Alzheimer. Mais ce qui est un problème, c'est pas d'avoir un peu de syndrome parkinsonien à 87 ans. Ça, c'est pas très problématique. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui ont la maladie de Parkinson, à 30, 40, 50 ans, 60 ans, avec un impact très important sur la vie quotidienne. Oui, évidemment. Impact, 20% des malades ont moins de 60 ans, auraient moins de 60 ans en France, ce qui est énorme. Parce que, alors, Parkinson est en augmentation, professeur. Oui, tout à fait. La maladie de Parkinson est en augmentation parce qu'on vit plus longtemps. Et donc forcément, ce vieillissement accéléré et pathologique se manifeste, mais aussi, on peut le dire, parce qu'on a aussi un environnement extrêmement toxique. Les causes, enfin, il n'y a pas une maladie de Parkinson, il y a plein de maladies de Parkinson très différentes. C'est un terme générique, Parkinson, qui avec des réalités très différentes, des formes génétiques, mais aussi beaucoup de formes environnementales, c'est-à-dire pesticides, herbicides, métaux lourds, qui vont directement entraîner une maladie de Parkinson. On sait maintenant que les causes de la maladie sont liées à la pollution, aux pesticides, aux métaux lourds. Exactement. En fait, on sait que pour un individu, on connaît énormément de causes de Parkinson. Oui. Simplement, ce qui est compliqué, c'est que pour un individu donné, on ne sait pas tout l'ensemble des causes. Imaginez que chaque individu est une équation avec une centaine d'inconnus, et ces 100 inconnus sont 100 causes différentes, à la fois environnementales et génétiques, qui vont conduire à la maladie de Parkinson. Quels sont les symptômes, professeur Devos? Ils sont multiples, j'imagine. Ils sont multiples et ils peuvent prendre un masque très différent d'une personne à l'autre. Alors, il y a quand même un socle commun qui est la lenteur, la raideur, parfois un peu le tremblement, mais les gens retiennent le tremblement, mais c'est vraiment pas ça le problème. C'est une maladie de l'automaticité, c'est-à-dire que tout ce que l'on fait de manière très automatique, tous les programmes qu'on a appris dans l'enfance, rétablir l'équilibre, écrire rapidement quelque chose, déglutir sa salive, cligner des yeux, eh bien cet automatisme se fait moins bien, plus lentement. Et c'est ça la maladie de Parkinson. Et à côté de ça, on a aussi des automatismes intellectuels, on a aussi des automatismes émotionnels. Et donc, dans le Parkinson, on a 30-40% de personnes très anxieuses, on a de la constipation, on a de l'humeur triste, on a plein de symptômes, des troubles du sommeil, on a plein de symptômes qui peuvent venir altérer la qualité de vie au quotidien. Et une maladie souvent cachée en plus, professeur Devos. Oui, c'est-à-dire que souvent, ça met de très nombreuses années avant qu'on sache que c'est un Parkinson. Finalement, à partir de 40, 50 ans, 60 ans, on est un peu plus fatigué, on a un peu moins d'entrain, on est un peu plus triste, et puis un peu plus lent. Et puis finalement, c'est après un certain nombre d'années qu'on se rend compte que le Parkinson s'est installé. Donc c'est vrai que son masque, différent d'une personne à l'autre,
ces symptômes qui peuvent isolément être rien, mais qui ensemble conduisent au diagnostic. C'est souvent qu'il y a un retard diagnostique de la maladie de Parkinson. Aucun traitement pour en guérir ou en ralentir la progression? Alors, on a beaucoup de traitements dans la maladie de Parkinson qui marchent de manière quasi miraculeuse, hein, comme la stimulation cérébrale profonde, comme les traitements à base de dopamine, mais malheureusement, ce ne sont que des traitements symptomatiques. Et donc, le gros challenge que l'on fait, là, aujourd'hui, on communique sur la maladie de Parkinson parce que on sait que c'est les 30 ans de la stimulation cérébrale profonde. Nous-mêmes, on développe une pompe à dopamine pour améliorer les patients. Donc, il y a des grandes avancées thérapeutiques qui aident beaucoup les gens. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que même si on les améliore beaucoup, eh bien, on n'arrête pas, comme vous le dites, cette évolution perfide de la maladie. Et on a des espoirs à très court terme. On va avoir prochainement des résultats positifs sur des traitements. Et donc, on pourra faire un peu comme dans le cancer, un cocktail de traitements qui vont ralentir la progression de la maladie. On n'est pas encore aujourd'hui, mardi 11 avril, avec des traitements neuroprotecteurs, mais on a certaines pistes très fortes qui arrivent dès à présent. Donc ralentir la maladie, impossible à soigner cette maladie puisque c'est une dégénérescence du cerveau. Alors il n'y a jamais rien d'impossible dans la vie, c'est juste beaucoup plus compliqué de traiter le cerveau que de traiter d'autres organes, vous pouvez vous en rendre compte, c'est l'organe le plus complexe de la création, donc forcément c'est difficile, c'est un challenge qui est extrêmement élevé, mais on va y parvenir, ça c'est sûr. Et encore une fois, je vous dis, il y a des essais thérapeutiques qui ont montré dans la maladie de Charcot, alors c'est différent du Parkinson, mais elle est proche, eh bien, qui commence à ralentir un petit peu l'évolution, et ces mêmes traitements sont testés aussi dans la maladie de Parkinson. Donc j'espère que l'année prochaine, à la nouvelle la nouvelle journée anniversaire du Parkinson, eh bien, on pourra annoncer des premières données. Alors certes, ce sera que de ralentir que quelques mois, quelques semaines, mais mis bout à bout, différents traitements associés, on pourra avoir un impact important sur la progression de la maladie. Dans l'hygiène de vie, quels conseils donneriez-vous pour, si l'on est atteint de Parkinson, pour ralentir l'évolution de la maladie ? Alors, c'est une question effectivement très importante. Alors d'abord, il faut bien comprendre ce que c'est que la maladie de Parkinson. Il y a des associations, comme l'Association France Parkinson, qui est très dynamique et qui relaie beaucoup d'informations pour aider les gens à mieux comprendre ce qu'est la maladie de Parkinson, parce qu'il ne faut pas faire confiance aux autres pour bien se soigner. On le sait tous, il faut nous-mêmes comprendre ce que c'est que cette maladie pour bien se soigner. Ça, c'est l'un premier conseil. Quand on a une maladie, quand on est jeune, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il faut être suivi par des experts de la maladie. C'est très important. Bien sûr, quand on est plus âgé, c'est pas forcément nécessaire et tous les confrères neurologues savent bien prendre en charge la maladie de Parkinson. Enfin, aussi, bien sûr, il faut bien comprendre cette maladie parce qu'on va devoir adapter scrupuleusement le traitement par L-Dopa pour ne pas être sous-dosé ni surdosé. Et ça demande de bien comprendre la maladie pour qu'on soit toujours au mieux du traitement symptomatique. Et enfin, l'activité physique est fondamentale. Il faut rester extrêmement actif. Et ça va bien avec les mesures que l'on dit pour les personnes âgées, de rester dynamique au plan intellectuel, au plan physique, de faire une longue marche d'1 heure tous les jours, de faire de la kiné. C'est très important aussi. Voilà, toutes ces recommandations font vraiment un changement sur le bien-être des patients. Merci, professeur De Vos. Merci pour toutes ces précisions et puis une bonne part d'optimisme. Merci beaucoup, professeur De Vos, neurologue, pharmacologue. Il est 10h57. Allez, nous allons parler des médias juste après les informations de 11h. Pourquoi ai-je choisi de parler des médias ? Parce que vous savez que les médias français sont très contestés. 44% des Français estiment que les médias donnent une information fiable et vérifiée. Seulement 44% l'information diffusée, donnée par les médias est-elle complète, honnête et précise? Les journalistes français sont-ils devenus trop militants? Ces questions, nous allons les poser avec vos interventions 0826 300 300 à nos 3 invités juste après les informations de 11h. Il est 10h57. 11h04, merci d'être avec nous pour notre débat quotidien. Vous savez que tous les jours, entre 11h et midi, nous débattons sur un sujet précis avec des interlocuteurs concernés par le sujet.
Je ne demande jamais à des personnes étrangères au sujet de venir commenter l'information. Je déteste ça. Et justement, ce sera l'un des axes de notre réflexion aujourd'hui, puisque nous allons parler des médias. Et des médias, j'ai plein de questions à poser. D'abord, je voudrais m'appuyer sur ce chiffre. 44% des Français estiment que les médias donnent une information fiable et vérifiée. 44%, est-ce beaucoup ou peu? Nous verrons cela. L'information diffusée, donnée par les médias est-elle complète, honnête et précise? Est-ce que l'accès à l'information s'appauvrit? La déontologie est-elle de moins en moins respectée? Pourquoi la confiance dans les médias donc est-elle basse? Des médias et des journalistes engagés utilisent-ils leur visibilité pour dispenser leur idéologie parfois au mépris des faits? Les journalistes français sont-ils devenus trop militants? Nous allons parler de tout cela avec nos 3 invités et je suis heureux de recevoir Laetitia Stroche-Bonnard, rédactrice en chef de l'Express. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Patrick Evenot, qui est spécialiste de l'histoire des médias, président de l'Observatoire de la déontologie de l'information. Bonjour. Bonjour. Et Laurent Geoffrin, journaliste. Bonjour, Bonjour. Laurent Geoffrin. Vous lancez le journal demain? Demain, on lance le journal. Demain matin, il sera en ligne. Le journal .info. Oui. C'est un journal qui veut lutter contre la dégradation du débat public, d'abord. Oui. Oui. Les invectives qui viennent des extrêmes. Il y a un moment où on en a eu assez. On veut un journal qui s'appuie sur l'argumentation rationnelle, qui joue le jeu de la démocratie, et qui, ensuite, qui est un journal de gauche. Parce que ce phénomène-là a touché aussi la gauche. Oui. C'est-à-dire que traditionnellement, la gauche était dominée par sa fraction la plus raisonnable, la plus réformiste. Là, c'est le contraire. C'est la gauche radicale qui domine. Et donc, on a une gauche agressive, propagandiste, de mauvaise foi, etc. Et donc, on veut rééquilibrer les choses et créer un quotidien numérique avec une lettre. Donc, médias en ligne. Médias en ligne avec une newsletter que je vais vous allez rédiger. Moi, et qui défendra ces idées de république, de laïcité, de savoir, de science, de démocratie que la gauche. Est-ce que c'est un média militant ou pas? C'est un média d'opinion. C'est pas un média militant au sens où il n'est pas lié à une organisation politique. D'accord. On n'est pas lié ni à un homme, ni à un particulier, ni à une organisation. On exprimera des idées qui sont les idées d'un courant, d'une gauche, disons, républicaine et réformiste. Alors, vous abordez j'aborde l'une des premières questions que je souhaitais vous poser à tous les 3 pour nourrir ce débat. J'appelle les auditeurs à intervenir, 0826 300 300. Vous n'hésitez pas. Première question, elle est simple. Est-ce que vous pensez que les journalistes français sont devenus aujourd'hui plus militants qu'avant et même trop militants? Laetitia Stroche-Bonnard. Alors c'est quand même une question très vaste parce que ça dépend de quel journaliste on parle. Moi je n'ai pas de problème avec le journalisme d'opinion quand il se reconnaît, c'est-à-dire quand un journal, un journal, une chaîne de télévision, un journaliste sur Twitter se positionne comme certes pas complètement inventif, il faut quand même prendre en compte les faits, mais comme tenant de telle ou telle école. Moi, je suis un petit peu plus gênée par des médias qui se prétendent extrêmement factuels, extrêmement droits, justes, donc totalement objectifs, et qui ne le sont pas vraiment. Et alors, je ne vais pas nommer, je suis là pour nommer des gens qui sont des confrères, mais bon... Peut-être que les auditeurs pensent à certains médias dont je parle. On peut nommer un peu, sans hésiter. Hein. Bon. Vous savez, moi, je n'ai pas peur de ça. Moi, c'est un petit peu le sentiment que j'ai parfois quand je lis Le Monde. Quand je lis Le Monde. Oui, quand vous lisez Le Monde. Qui est un très bon journal. Qui est un journal de centre-gauche. En politique étrangère. Moi, je lis toujours. Sur les sujets de société, j'ai quand même l'impression. Qu'il y a une dérive ? Alors non, dérive c'est un peu fort, mais qu'il y a des partis pris, mais qui sont ensuite présentés comme quelque chose de factuel. Et c'est très très fin. Vous allez me dire comment vous pouvez prouver ça ? Ça va être dans des tournures de phrases, dans des choix d'articles, dans une façon de désigner les gens qui ne sont pas d'accord. Et tout ça, c'est tellement subtil que ce genre d'accusation est très difficile à Alors je vais donner la parole à Patrick Evenot. Et je terminerai par le phénomène du fact-checking. Ce sont souvent ces journaux qui mettent en avant la discipline, ou plutôt la pratique du fact-checking, c'est-à-dire, je traduis, le fait de vérifier des informations et de dire à ses lecteurs, voilà, un tel a dit ça, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Parfois le fact-checking est mal fait, il y a des erreurs dedans, qui montrent des biais.
Et là, c'est le paradoxe total, en fait. Donc, quand on prétend faire du fact-checking, à mon avis, il faut être extrêmement rigoureux. Vous avez raison, voilà. La télévision a essayé de faire du fact-checking, et notamment les chaînes en continu, ça c'était catastrophique. Mais bon, oui, je vous donne la parole, Patrick Evenot, mais je voudrais prendre un exemple sur Le Monde. Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'en matière d'écologie, on entend ou on lit plus de militants que de scientifiques invités, par exemple? Oui, moi je pense que oui, et je pense que il y a une petite tendance antinucléaire qui se lit, qui se découvre dans ces articles, sous couvert de science en plus. C'est là que ça devient un petit peu fou. Il faudrait vraiment examiner dans le détail, parce que Le Monde publie des centaines d'articles chaque jour. On parlait d'écologie là. Oui, mais même quand on parle d'écologie, il y a toute une série. Moi, je crois que c'est pas si simple que ça. On est dans la démocratie, hein, les médias, ils sont faits pour faire fonctionner la démocratie. C'est la base de la démocratie. S'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas d'espace social, d'espace public où on puisse discuter, il n'y a pas de démocratie. Bon, on va voir chez Poutine, il n'y a pas de démocratie parce qu'il n'y a pas de médias indépendants. Bon, donc ça, c'est le premier point. Et c'est pas si simple. Il y a des médias qui sont... Alors, quand on dit les médias, peut-être que vous connaissez tous les médias, mais la plupart des citoyens français, ils en connaissent 1, 2, 3, 4, plus les réseaux sociaux. Mais c'est oui, pas beaucoup ne connaissent que les réseaux sociaux. Voilà. Bon, et puis il y a les médias d'opinion, clairement identifiés, les médias qui travaillent sur le fait, mais il faut que les faits soient sourcés. Hein, les faits sont sacrés à condition qu'ils soient sourcés. Et d'un autre côté, les commentaires, les opinions sont libres, mais à condition que l'on sache d'où l'on parle. C'est-à-dire que, par exemple, moi je trouve tout à fait normal qu'on ne parle pas de la même manière du pape à Charlie Hebdo et à La Croix. Oui. Ça me paraît tout à fait logique. Qu'on ne parle pas de la même manière des grèves à Libération ou à l'Huma ou au Figaro ou à l'Express. Parce qu'il y en a qui sont conservateurs, d'autres qui sont plus à gauche, etc. Bon, bref, donc c'est tout à fait logique. Mais quand il y a une grève, il faut aussi dire que la grève, elle est pour ci, pour ça, etc. Et expliquer les faits d'abord, et après ça, dire vive la grève ou on est contre la grève. Oui, mais Patrick Evenot, j'ai envie de poser alors la question. Est-ce que les médias sont aujourd'hui capables de penser contre eux-mêmes? Oui, bien sûr. Encore. Certains. Certains. Alors là, vous dites oui. Certains. Moi, je ne suis pas si certain de... Certains d'entre vous-même. C'est amusant que vous dites ça, parce que quand j'étais directeur de Libération, c'est une phrase que j'employais tout le temps. Oui. J'avais parfois du mal. Hein. Oui. Mais Plenel l'emploie tout le temps. Oui, c'est bien, puis on le faisait pas. Mais bon, quand même, on disait, il faut penser... C'est une phrase de Sartre au départ, je crois. Oui, je l'ai lu. Et donc, à Libération, c'était très bien de citer Sartre. Donc, je disais, voilà, il faut penser. Évidemment. Ça voulait dire, il faut comprendre l'opinion de l'adversaire, et il faut prendre en compte les faits qui pourraient nous déranger, parce que tout le monde a une opinion, et quand on tombe sur un fait qui contredit vos convictions, ça vous gêne, donc vous avez tendance à le cacher. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Je vais prendre un exemple. C'est bien d'illustrer notre propos avec des exemples. Sainte-Soline. Sainte-Soline, les médias de gauche engagés sur les questions écologiques ont tout de suite affirmé que les médecins avaient été empêchés du SAMU d'intervenir. C'est plus compliqué que cela. Et d'autres médias commencent à démonter cette vérité affirmée. Pour être précis, c'est les groupes militants qui ont dit les médecins ont été empêchés. Oui. Mais il y a un certain nombre de médias qui ont relayé. Sans contradiction. Pas exactement la même chose. Et ensuite, sans enquête. Mais c'était difficile de faire l'enquête tout de suite, mais il y a eu des enquêtes quand même, où il y avait des éléments. Parce qu'il faut quand même il y a aussi des enquêtes qui montrent que ce n'est peut-être pas si vrai que ça. C'est très, on n'a pas encore tout à fait le résultat final. C'est pas exactement ça, c'est absolument vrai. Mais dans le journalisme, il faut quand même distinguer deux grands exercices. Il y a l'exercice de commentaire, d'analyse, d'interprétation, de prise de position. Tout ça, c'est la subjectivité de celui qui écrit. Et il y a l'essentiel, à mon avis, du travail. Et c'est pour ça que le tableau est moins noir qu'on dit. L'essentiel du travail est fait par les reporters et les enquêteurs. Ceux-là, ils sont soumis à des règles.
Et s'ils ne respectent pas ces règles, le rédacteur en chef est censé leur dire non, vous n'avez pas respecté la règle. Les règles sont simples. Patrick vient d'en citer quelques-unes. Il faut sourcer, il faut vérifier, il faut donner la parole aux protagonistes différents d'un événement. Il faut donner le contexte, il faut chercher le background, il faut travailler beaucoup, il faut être très sérieux, aller voir les experts, pas qu'un seul, il faut en avoir plusieurs. Etc. Toutes ces règles, si elles ne sont pas respectées, on fait n'importe quoi. Ça arrive, c'est une des raisons pour lesquelles le chiffre que vous citez est si bas. C'est qu'il y a eu trop d'exemples qui sont minoritaires, mais qui sont spectaculaires, de cas où on n'avait pas respecté ces règles. Et on a balancé des fausses informations qui ont été réfutées ensuite de manière spectaculaire. Mais il faut bien distinguer ces deux exercices. Oui. Si on ne le fait pas, on parle en l'air. Il y a des règles très précises. Il y a des règles déontologiques qui sont très précises, qu'on a dans toutes les chartes déontologiques partout dans le monde. Bon, on ne va pas les citer. Mais évidemment, c'est d'abord sourcer les faits, les vérifier, etc. Ça, c'est vraiment le truc. Faire du contradictoire, c'est aussi très important. Mais pour vous dire, si ça s'est dégradé, il faut penser que la Croix existe depuis 1881, que le Figaro existe depuis 1866 comme quotidien. Est-ce qu'ils n'étaient pas plus engagés ? Ils étaient beaucoup plus engagés. La Croix, par exemple, était beaucoup plus fervent catholique, antisémite, etc. Ils sont beaucoup moins engagés maintenant. Donc, vous voyez, ça évolue. Alors, il y en a d'autres, mais le journalisme, il y a toujours eu un journalisme engagé, voire un journalisme militant. Quand Jaurès fonde l'Humanité, c'est du journalisme militant. Voilà. Et l'Huma est toujours un journal militant. Il y a toujours eu des journalistes engagés. Il y a toujours eu des journalistes qui ont fait de la politique ou qui... Le pire, c'est quand on ne sait pas. C'est quand il y a du conflit d'intérêts, quand il y a des conflits, des liens d'intérêts qui peuvent être soit politique, soit culturel. Quand moi je me souviens d'un présentateur d'émissions de télévision qui faisait des livres, là, qui commentait les livres et qui avait invité sa femme pour commenter son livre, sans dire que c'était sa femme. Ça pose un petit problème. Là, vous voyez, là il y a un lien d'intérêt donc c'est ça qui est embêtant. Le problème, c'est quand il y a toute une série de mélange. Mais quand on est clair, Laurent Geoffrin fonde un journal de gauche, on va dire social-démocrate ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça autour de ça. Il est clair, il est bon. Voilà. Et ceux qui vont aller le lire, soit c'est parce qu'ils adhéreront à son projet, soit parce qu'ils voudront le descendre en flammes. Mais voilà. Tout est sur la table. Et puis après ça, effectivement, s'ils truquent des chiffres, mais le but n'est pas de truquer les faits. La difficulté, quand même, c'est qu'il y a beaucoup de zones de flou possibles. Je vais prendre un exemple, c'est la science. Tout ce qui est scientifique. Aujourd'hui, alors je vais citer un autre média, puisque je l'ai déjà fait, mais de l'autre bord, une télévision comme CNews, par exemple, il me semble, place sur le même plan une discussion sur l'opinion. Quelle est l'opinion des Français sur, je ne sais pas moi, l'insécurité, l'immigration, et une discussion sur le coronavirus, la pandémie, le port du masque, le vaccin, comme si c'était la même chose. Le climat. Et met en avant, parce que je connais un peu mieux la question du coronavirus, et met en avant des auteurs qui sont clairement anti-vax, qui sont covido-sceptiques, et j'en passe. Comme si c'était des faits. Or, on ne peut pas traiter la science comme une opinion. Vous pouvez dire, moi je pense qu'il y a trop d'insécurité, ou je pense que c'est tolérable, parce que vous réagissez différemment peut-être à des événements semblables. En revanche, il n'est pas possible, je pense, il n'est pas sain dans une démocratie de dire on reçoit cet auteur qui pense que le vaccin ARN messager c'est quand même pas très bien et qui le démontre, et d'ailleurs cet auteur c'est un scientifique, une scientifique en l'occurrence. On peut soulever certains doutes. Oui, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de contradictoire, c'est-à-dire que souvent on ne met pas ces gens en face de vrais scientifiques, et surtout on ne prend pas en compte ce qu'est la démarche scientifique. La démarche scientifique, elle est toujours encadrée. Il ne suffit pas de sortir un livre. Sortir un livre quand vous êtes scientifique, ça n'a aucune valeur si vous n'avez pas publié d'articles scientifiques dans des journaux reconnus. Alors, vous parlez de la science, c'est très intéressant parce que en science, dans le domaine scientifique et dans l'information, on cite ses sources.
Quand un médecin... non, mais c'est vrai, quand un médecin publie des conclusions, il donne ses sources. Oui, mais il faut mais plus que ça. Il y a des multiples médecins, il faut être spécialiste. Il démontre par une expérience, par un raisonnement. Enfin, la science est extrêmement compliquée. Mais quand un article est publié en médecine, les sources sont... désignées. Elles sont accessibles aux autres. Oui, mais tout le monde n'est pas capable de les comprendre. Alors qu'ailleurs, non. Mais tout le monde n'est pas capable de comprendre. En plus, un article scientifique, il faut le décoder. Oui, et c'est là que c'est trop facile de dire, ah oui, vous voyez, il y a écrit ça dans le résumé de l'article. Non, il faut rentrer dans l'article, il faut comprendre les subtilités. Et je trouve que c'est vraiment dangereux aujourd'hui. On joue avec le feu. Oui, mais même au-delà. En science, il y a ce qu'on appelle un consensus scientifique qui se fait avec le temps. Et ça veut dire que parfois, il y a des gens qu'on ne peut même plus inviter, à qui on ne peut plus donner la parole parce qu'ils ont vraiment tort. Par exemple, sur le climat, aujourd'hui, on est sûr que le réchauffement climatique existe et qu'il est causé par l'homme. Les gens qui disent le contraire, ils n'expriment pas une opinion qui a le droit de citer. Ils se trompent. Oui, mais... donc, le consensus... Il y a des nuances, quand même. Alors là-dessus, franchement, il y a peut-être des nuances sur le degré de réchauffement et l'échelle de temps. Alors là, tous les scientifiques discutent entre eux là-dessus. C'est pas pour interdire aux gens de parler, mais il faut savoir qui parle. C'est ça Oui, savoir qui parle. Moi, j'ai vu souvent ça je suis d'accord avec vous. Dans des débats sur des chaînes, notamment CNews, où je vais être souvent, on voit sortir un professeur Tartampion, on ne sait pas d'où il vient, et qui dit le contraire de la doxa officielle. Alors il y a une rhétorique automatique, il y a une doxa officielle, elle profite à des gens cachés. C'est ça, 11h21. On va développer, allez-y, sur Sud Radio, où on a la liberté de s'exprimer. 11h21, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, on va pas faire on va pas organiser une leçon de journalisme aujourd'hui, non, surtout pas. Hein. Mais je voudrais rappeler quelques vérités. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Le journalisme, c'est d'abord des faits, des faits vérifiés. Ensuite, ce sont des faits analysés, expliquer et en final commenter. Mais j'ai l'impression, vous allez me dire ce que vous en pensez, qu'aujourd'hui on passe du fait au commentaire tout de suite, en oubliant l'analyse, l'explication. C'est vrai ou pas ? Alors c'est possible et ça vient peut-être du fait que les faits sont aujourd'hui à disposition. C'est-à-dire qu'avant on avait vraiment besoin de gens qui allaient sur le terrain, qui racontaient et ça prenait du temps. Et notamment ensuite pour la vérification. Là, on a l'impression de tout avoir parce qu'on a les images, on a les tweets. Donc on pense que c'est bon, le travail de connaissance et de vérification est fait. Et donc on passe tous aux commentaires. Oui, mais dites-moi, les tweets dans les rédactions, oui, malheureusement, beaucoup de journalistes maintenant s'informent sur Twitter. Oui, alors moi je suis contre les réseaux sociaux et je suis contre Twitter. Je n'ai pas de compte Twitter. Et pas vous, mais il y a des journalistes, beaucoup de journalistes. Je suis une totale exception. Mais ça peut servir d'alerte. C'est la seule utilité. C'est la seule utilité. Il y a un témoin qui voit une chose, il le met sur Twitter. Comme ça, et le paradoxe, c'est que maintenant, les choses qui se passent sur Twitter sont des événements. Donc ensuite, on les commente. Oui, mais c'est ça. Et puis après ça, on les cite comme source. Et c'est là où ça devient bon. Mais effectivement, ce que vous avez décrit sur la façon de travailler du journaliste. Alors, est-ce qu'il y a mélange commentaire et information, on va dire. Information, c'est-à-dire toute la catégorie, on décrit les faits, on les conceptualise, on les source, on les vérifie, etc. Bon, ça c'est la catégorie information au sens brut, factuel, pas pour dire le factuel qui va sortir, là aussi il y a un nouveau site qui s'appelle Factuel, parodié par Christine Kelly, on se demande comment ça va être. Elle qui a invité Zemmour pendant des mois et des années. Bon, bref. Mais elle a le droit d'inviter Zemmour. Hein. Alors là, je vais vous dire, elle a le droit. Mais je vais vous poser la question sur des propos que j'ai entendus, je ne sais plus trop où, de confrères qui disent non, on n'inviterait jamais. Je crois que c'était à C'est à vous. On n'inviterait jamais Marine Le Pen. Je ne comprends pas ça. Ils ont invité Zemmour, allez, ils en ont invité d'autres, ils ont invité Bardella. Moi, je pense qu'on n'a pas assez invité Zemmour sur les chaînes publiques avant. Moi, je suis assez d'accord. Avant, parce que si on l'avait fait, on aurait discuté beaucoup plus largement ces thèses et elles seraient mortes par elles-mêmes parce qu'elles auraient été réfutées. Le problème, c'est qu'on l'a fait passer pour un martyr. Et donc, c'est comme ça qu'il a construit, à mon avis, sa réputation, surtout récemment. Ça lui a permis, sur une chaîne de télévision privée que je respecte tout à fait, mais qui a profité de la manne d'une certaine façon, ça lui a permis d'exister et de dire des choses qu'il n'aurait jamais pu dire ailleurs, puisqu'il avait moins de contradicteurs. Patrick Evenot, finissez votre démonstration, parce que je sens que vous aviez... Non, mais il me semble qu'il faut se souvenir que les médias, c'est une rédaction qui fait le travail journalistique, mais que c'est aussi une entreprise et en conjonction avec un public. Et que beaucoup de médias ont un public spécifique, particulier.
Et si on parle de CNews, par exemple, ils ont réussi à avoir un public très particulier qui fait la rentabilité ou poids de CNews, mais c'est valable pour plein d'autres. Mais c'est un média engagé. Voilà, c'est un média complètement engagé. C'est un média engagé. Je ne vois pas en quoi c'est choquant que ce soit un média engagé. Ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas non plus. Laurent Geoffrin, vous collaborez, vous travaillez, vous êtes invité souvent. Collaborer, c'est pas un mot. Collaborer, oui, mais bon. Pas encore. Non, mais bon. Je fais ça. Oui, alors. Non, j'y vais pour porter la contradiction, justement. Bien sûr. Mais c'est bien d'avoir un C'est une nouveauté historique que d'avoir de l'audiovisuel très engagé. Oui. Exactement. On n'en avait pas avant. Avant, il y avait des engagements quand même, mais ils étaient plus subtils, plus indirects. Enfin, TF1 à l'époque de Charles de Gaulle, c'était la première chaîne de télévision. Non, mais je parle dans la période. C'était engagé auprès du pouvoir. Non, mais après la libéralisation, du coup, il était entendu que les chaînes de télévision, elles voulaient capter tous les publics, ne prenaient pas trop parti. Et puis après, il y a eu les chaînes d'infos. Il y a certaines chaînes d'infos qui ont pris carrément, un peu comme aux États-Unis, le parti d'afficher une couleur politique très très précise. Et ça, je pense que les gens se disent maintenant, alors les journalistes maintenant c'est des types qui donnent leurs opinions à la télé. Ils pensent que les journalistes c'est ça, c'est un type qui est sur CNews ou qui est sur BFM ou sur, et puis on voit un petit reportage, puis derrière il y a trois types qui discutent, oui mais non moi je pense que, etc. Et souvent les émissions sont faites comme ça. Et donc ils se disent c'est ça le journaliste. C'est des gens qui discutent c'est une espèce de, je vais peut-être être méchant, mais de café du commerce sophistiqué où chacun donne son opinion. C'est pas sophistiqué. Les chaînes info, souvent c'est un peu ça. Ouais, c'est le café du commerce. C'est-à-dire qu'on met autour de la table 4 personnes ou 5 personnes qui n'ont aucun rapport avec le sujet. Aucun rapport avec le sujet et on leur demande de parler. Voilà, ça m'est arrivé. Là. Ça vous est arrivé, Laurent Geoffrin. C'est une chose que, pardonnez-moi, que je déteste. S'il y a un débat doit être organisé, me semble-t-il, autant le confier à des personnes qui connaissent le sujet du débat. Me semble-t-il, mais chacun a sa façon de voir les choses. Il y a un paradoxe, c'est aussi parce qu'on a trop de temps. Il y a trop de chaînes, il y a trop de temps, et en plus, si elles passent en continu, il faut bien les remplir. Il faut bien nourrir, oui. En même temps, c'est important qu'il y ait de la diversité. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faudrait quelques chaînes, mais à mon avis, on est allé trop loin dans l'autre extrême. C'est-à-dire que il faut animer, il faut dire quelque chose, il faut commenter. On n'a pas besoin de ça. 4 chaînes info en France, plus que partout ailleurs. Il n'y a pas un pays au monde. Il n'y a pas plus. Non, il n'y a pas plus. Il n'y a pas un pays au monde où il y a plus de chaînes. Non, mais il y a une dizaine de chaînes qui font de l'information, depuis TF1 jusqu'à LCI. Oui, mais je parlais des 4 chaînes info. Il y a 4 chaînes d'info, plus toutes les autres, les généralistes qui font aussi d'info. Donc on a une dizaine de chaînes d'information, plus, on a au moins une dizaine de radios d'information nationale, plus toute une série locale. On a des dizaines de journaux encore quotidiens ou numériques, on a des magazines, etc. On a une multitude. Il faut penser qu'il y a 40 ans, on avait 3 chaînes de télé, 5 radios, et qu'on n'avait pas Internet. Maintenant, on a une multitude. Alors effectivement, quand on dit les médias, ça ne correspond plus à rien. Quand on dit les journalistes, ça ne correspond plus à rien. Parce que pour animer tout cet énorme tube médiatique, il faudrait beaucoup plus de journalistes et il faudrait beaucoup plus de vérificateurs, etc., etc. Bien, nous allons observer une nouvelle page de pub et ensuite Eric va se joindre à nous. Eric est dans la bureautique et il nous appelle de Nîmes. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. 11h34, Eric est avec nous. Eric nous appelle de Nîmes. Vous travaillez dans la bureautique, Eric, c'est cela? Oui. Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Bonjour. Oui, voilà, dans la buautique, oui. Merci d'être avec nous, Eric. Que vouliez-vous dire à propos des médias? Alors moi, je trouve que ça manque d'objectivité. Les journalistes sont pas assez esprit critique et ils n'analysent pas à fond les problèmes. Je peux vous donner des exemples concrets. Allez-y, un exemple. Le plus souvent, on entend parler des femmes isolées. À quel moment on parle des pères isolés? Jamais. Parce que les gens sont dans la pensée unique. Moi, c'est ce à quoi je m'attaque, c'est la pensée unique. Autre exemple, on dit Parce que les femmes isolées sont plus nombreuses que les pères isolés aussi, hein? Peut-être, mais il y a des pères, il y en a autant, puisqu'ils sont, si c'est isolés, c'est qu'ils sont divorcés. S'ils sont divorcés, c'est autant de pères. Très bon. Allez-y, Eric. On va pas autre exemple. Alors, manque de critique. Alors, par exemple, j'entends pas mal d'auditeurs se plaindre qu'ils ne gagnaient pas assez dans leur vie. Ils manquent d'argent et en même temps, ils sont contre la réforme des retraites. Mais en disant ça, ils se contredisent. Mais il n'y a aucun journaliste qui leur dit. Parce que s'ils partent plus tôt à la retraite, ils vont perdre 30% de leur salaire. C'est pas un moyen de gagner plus, hein.
Ouais. Vous dites les journalistes. Moi, je vous en trouve 10 raisons de défendre la réforme. Vous dites, si je comprends bien, les journalistes sont pas assez dans la contradiction, quoi. Voilà, ne posent pas assez de questions. Ils n'analysent pas assez les choses. Oui. Moi, je vous donne un exemple aussi. Concernant le vote, j'ai trouvé 30 raisons de ne plus aller voter. Bon, vous savez, moi, c'est ma spécialité, c'est pousser les arguments. 30 raisons de ne plus aller voter, et je vous propose un autre système. Je ne vais pas en parler maintenant, on n'a pas le temps. D'accord ? Le problème, c'est qu'on est dans un système. Alors, il y a des journalistes de gauche, des journalistes de droite, on est dans un système d'idéologie. Pour sortir de cette idéologie, il faut sortir de. Le problème, c'est que le pouvoir est possession. On est dans un système, le pouvoir est possession. Ils se battent pour avoir le pouvoir. Pour ne plus que le pouvoir soit possession, il faudrait faire une autre façon. Moi, je voudrais bien la proposer, mais il faut du temps pour que je vous l'explique. Ce serait des référendums par Internet. Voilà. Bon. Eh ben, merci Eric qui n'est pas très consommateur de médias, enfin du moins qui conteste vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai eu une autre réflexion comme ça qui me vient à l'esprit, est-ce qu'aujourd'hui les médias sont très négatifs, très critiques, toujours dans le catastrophisme, l'outrance, est-ce qu'aujourd'hui on cherche l'outrance, on cherche le buzz mais on cherche l'outrance? C'est consubstantiel, malheureusement. Malheureusement. Mais qu'est-ce qui intéresse? Prenons un exemple. Dans la fiction, pour qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait un conflit. S'il n'y a pas de conflit, on s'emmerde. Et donc, on écoute des histoires parce qu'il y a un héros qui a des problèmes, qui a des difficultés, qui surmonte des obstacles qui sont en lui-même ou qui sont parce qu'il a des ennemis. C'est ça qui fait la fiction. Et dans le journalisme, c'est pareil. Mais le journalisme n'est pas de la fiction. Oui, mais dans le réel, c'est pareil. Mais dans le réel, parce qu'on choisit les faits dont on parle. Si on fait le journal des gens heureux et des villes sans problème, personne ne va le lire. Personne ne va le lire. Donc il faut doser les choses. Il faut parler des choses qui sont des malheurs, qui sont catastrophiques. Et on en vit largement. Le journaliste de temps en temps, il faut dire, attendez, il y a quand même des choses qui... Voilà, le journaliste peut être constructif aussi. C'est ce qu'on appelle le journaliste de solution. C'était une tendance qui s'est développée depuis 10-15 ans et qui est une bonne chose. Mais j'en ai fait, moi, à Libé, des numéros sur les solutions. C'est intéressant. Mais ça ne marche pas. Il n'y a pas de drame. Mais ça ne marche pas. Et ça ne marche ça marche, parce que on en faisait un par an. Alors, ça allait, évidemment. Donc ça faisait une exception. Mais donc là, les gens allaient voir, ça changeait. Si j'avais fait ça tous les jours, ça marchait plus. Là. Parce qu'en plus, et en plus, dans la vie, quand vous habitez dans une rue, tous les jours, il y a des voitures qui passent. Vous n'allez pas dire, aujourd'hui, il n'y a pas eu d'accident. Quand il y a un accident, vous allez dire, il y a eu un accident. Voilà. C'est l'accident qui fait la catastrophe est la une. Hein. On l'a vu avec Marseille. Tiens, hier depuis dimanche, on parle beaucoup de Marseille. C'est humain. Il y a un immeuble qui s'est effondré. La catastrophe fait la une. C'est ce que les psychologues appellent le biais de négativité, en fait. C'est-à-dire qu'on est plus intéressé par ce qui est négatif que par ce qui est positif. Ah bah si, c'est prouvé par les sciences cognitives. Sciences cognitives et psychologue, c'est pas la même chose. Les psychologues cognitifs. C'est pas de la psychologie. Mais attendez, je peux peut-être. C'est prouvé. Il y a des articles scientifiques. C'est une vraie discipline de recherche. Et c'est ce que vous avez décrit, Laurent Geoffrin. C'est-à-dire notre esprit est attiré par le négatif. Donc quand il y a quelque chose de négatif, on veut aller. On veut savoir, et pourquoi, en fait, on peut l'expliquer par des choses très archaïques qui sont qu'on veut connaître le danger parce qu'on veut aussi, a priori, pouvoir s'en protéger. Donc il y a quelque chose d'humain dans le fait d'être attiré par le négatif. Vous appelez ça le négatif, c'est pas le négatif. C'est simplement ce qui sort de l'ordinaire. Non, un événement négatif qui sort de l'ordinaire. Non, là on parle des événements dramatiques. S'il est dramatique, oui. Et donc le travail des médias, c'est de faire la part des choses, c'est se dire oui, on doit vendre notre journal, donc on va parler des choses dramatiques et catastrophiques, mais quand on peut le faire, s'il y a des faits positifs à dire sur notre pays, sur notre environnement, on va le faire. Il y a un autre aspect du travail de journaliste dont on ne parle pas, c'est la hiérarchisation de l'information, qui est essentielle. C'est-à-dire qu'on met en avant telle ou telle information. C'est là où la subjectivité cachée, parce qu'elle n'est pas visible tout de suite. Mais non, parce que la hiérarchisation, elle provient du fait qu'on veut toucher tel ou tel public, qu'on parle pendant une heure ou une demi-heure au JT de TF1 de la neige parce qu'il neige et pas de l'Ukraine. Ça fait de l'audience, la neige. Ça fait monter la neige, le sable, ça fait monter. C'est pas ça, vous voyez du mauvais côté. C'est parce que le public, il est concerné directement par la neige et qu'il a envie de savoir ce qui se passe. S'il neige au pied de chez lui ou à 200 km, ça il veut savoir, donc on lui en parle. La rédaction pense que c'est quelque chose dont il faut lui parler. Et puis,
quand il se passe un truc en Ukraine, s'il y a de la neige en même temps, voilà. Et bon, et on a bien vu. Mais remarquez, on a vu 2 exemples avec les chaînes de télévision continue. L'une, LCI, qui parle de l'Ukraine du matin au soir, et une autre, BFM, qui a parlé de Palmade du matin au soir. Voilà. En mettant finalement, On traite les vaches. Oui, on traite les vaches. Oui. Ça s'appelle on traite les vaches. Oui. Ah bon, Non, mais le fait divers a toujours été quelque chose de très attirant pour les médias, parce que c'est le. Mais après, c'est parce que c'était Palmade. Mais même pour tous les autres, si on prend Jonathan Daval ou les autres. Il y a quand même des cas. Les élites corrompues dans la drogue. Il y a quand même des cas où les journalistes. On a tout eu. Où les journalistes ont tort, et je m'inclus dedans, de parler des choses qui les intéressent eux et pas forcément les gens. Pas sur tous les sujets. Mais prenez quelque chose comme l'écriture inclusive. Oui. Je pense que 90% des Français ne savent pas ce que c'est, et bien heureusement pour eux, ils n'en ont rien à faire. En revanche, ça a été un gros débat médiatique. Tout le monde a son mot à dire, à gauche, à droite, la première. Et je crois que les gens, enfin nos auditeurs, pensent, à mon avis, quand ils reprochent des choses aux médias, ils pensent que les médias s'intéressent beaucoup à eux. À leur vie parisienne souvent, parce que les médias français. Alors justement, c'était l'un des aspects que j'allais aborder, le parisianisme des médias. Mais c'est parce que la plupart des grands médias sont à Paris, les journalistes vivent en région parisienne. Bien sûr. Et donc Paris, c'est la valeur par défaut d'une certaine façon. Et il faut faire très attention, je pense, dans notre travail, à ne pas être trop parisien dans notre regard, dans nos commentaires. Et alors, juste une petite remarque pour finir, quand on invite des gens à une émission, on part du principe qu'ils habitent Paris. On leur dit voilà, venez demain à 10h, à 15h, à 20h. Mais si vous habitez au fin fond de la France, vous faites comment ? Oui, maintenant, par Zoom ou par. On met dans les radios, dans tous les cas, ou dans les télévisions, des intervenants en direct. Vous le faites ici, mais il y a des médias qui refusent de le faire. Et donc, ça va finalement mettre de côté des tas de gens. Et ça va même impliquer que les journalistes qui veulent participer à cette vie publique doivent vivre à Paris. Des émissions et présenter des émissions ou organiser des émissions à l'extérieur et notamment en province. Vous voulez ajouter quelque chose, Patrick Evenot, ou 11h40 ? Non, je vais faire la pub. Allez, 11h43. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h46. Nous prenons Virginie qui est à Paris. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous avez été journaliste, Virginie ? Oui, j'ai été journaliste à un moment donné et j'ai quitté la profession, tout en restant quand même attentive à ce qui se fait en radio, en télé ou Et alors, quelle remarque faites-vous ? Alors, moi, ce que je constate, quand je regarde les chaînes de télé actuelles, je regarde LCI ou CNews et les autres, je me demande... Mais qu'est-ce qu'on apprend aux journalistes, aux jeunes journalistes dans les écoles de journalisme maintenant ? C'est-à-dire ? Je me demande, je suis à me questionner parce que quand j'ai fait l'école du Louvre, à la rue du Louvre, les codes étaient bien précis. Et à l'heure actuelle, on a l'impression que les codes, ils sont carrément défaits. Il y a certains journalistes, je parle de jeunes qui animent certaines émissions à l'heure actuelle, sur LCI notamment, on a l'impression qu'ils n'ont plus de repères. Ils sont à la roue libre et qu'ils sont ils ont un peu comme modèle... Manque de formation, manque de culture, de sens critique. Manque de formation. Le sens critique, et justement, prend le dessus, non pas dans le bon sens, c'est-à-dire d'analyser l'événement comme il se doit, mais de faire passer son opinion, de faire passer l'opinion de la chaîne éventuellement. Et j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise influence de certaines écoles américaines, de certaines formations américaines, et on a l'impression qu'on veut absolument être dans la contradiction pour être dans la contradiction, donc pour faire le buzz. En réalité, ce qu'on va chercher, c'est d'abord à faire le buzz. Avant de faire passer une information, avant de décrypter une information, de donner la vraie information, qu'est-ce que le journaliste va faire ? Il va faire le buzz. D'abord faire le buzz. Bien, merci Virginie. Vous pensez ?
qu'aujourd'hui, il y a cette recherche du buzz. Il y a des gens qui recherchent le buzz, notamment sur un certain nombre de chaînes d'information, sur les chaînes de plateau, là où il n'y a pas de vrais journalistes, en fait, il y a des commentateurs. Mais d'abord, il n'y a qu'un tiers des journalistes qui sortent des écoles de journalisme. Les deux autres tiers, un tiers seulement. Et ça progresse très, très, très lentement. Mais ça, bon, moi, j'ai enseigné à l'ESG de Lille et à l'IPJ à Paris, donc je connais bien le mouvement. Ils sont très bien formés. Sauf que... ils sont formés aussi, déformés, parce qu'on leur demande parfois de parler de sujets qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas le temps de creuser, qui creusent avec 3 dépêches AFP et 2 tweets. Et donc là, il y a un véritable problème. Mais on confond sans arrêt ces émissions de plateau où il y a des gens qui sont incompétents sur plein de sujets, qui parlent de tout et de n'importe quoi. Et puis, les émissions où les. Et puis, j'ai une autre reportages. question. Je m'adresse à quelqu'un qui a dirigé un journal et vous dirigez une rédaction. Dites-moi, est-ce que vous laissez le temps à vos journalistes d'enquêter sur le terrain? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème permanent d'argent parce que ça coûte cher et de... Non, vrai ou pas? Si, c'est vrai, parce que c'est vrai, mais... Oui. C'est-à-dire que oui, si on avait plus de moyens, ça serait mieux. Les mettre des gens 3 semaines sur une enquête, hein, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas assez d'argent. C'est tout à fait vrai. Mais il y a une autre chose, c'est que quand il y a le 11 septembre, vous ne pouvez pas paraître le 14 septembre. C'est pas possible, ça. Vous êtes obligé. Ça, c'est sûr. Ben oui. Oui, ça, c'est vrai. C'est la palissade, mais elle est profonde. Oui, je comprends. Vous êtes obligé d'improviser. C'est tout de suite. Il faut dire tout de suite. Il faut essayer de rassembler les éléments, etc. Et je me souviens très bien que moi, j'étais à l'Obs à l'époque. On avait 4 heures pour changer et faire la une d'un hebdo. Après, ça dure une semaine. Hein. Donc, s'il y a une connerie, elle dure une semaine. Comme c'était un mardi, le 11 septembre, et que tu bouclais le mardi soir. Exactement, bouclais le mardi soir. Et le soir, on s'est dit, mais c'est des islamistes ou pas? Il y avait des éléments. Mais il y avait des bribes, on j'étais sentait, etc. On a vécu la même chose, on a tous vécu. Et c'est moi qui ai dit, oui, ça doit être les islamistes, c'est pas possible autrement, etc. Donc on a mis Ben Laden à la une, en silhouette. En silhouette. Alors, mais bon, c'était risqué quand même. Oui, c'était risqué, mais c'est aussi. Mais on n'a jamais le temps, c'est vrai. Moi, je ne dirige pas l'Express, je suis rédactrice en chef des pages débat, idées. Et alors, justement, c'est ce qu'il y a de plus froid. Enfin, en journalisme, ça veut dire ce qui est le moins urgent. Oui. Donc là, on a le temps de prendre son temps. Et nous, on fait des enquêtes au long cours. On a sorti, par exemple, une enquête sur quelqu'un qui s'appelle Idriss Aberkan, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait des neurosciences, mais qu'on a dépeint comme un petit peu charlatanesque, voire beaucoup. On a mis 6 mois. Alors ça peut sembler pas beaucoup pour certains enquêteurs. Je trouve que par rapport au standard d'une rubrique de débat idées, c'est pas mal. Et d'ailleurs, c'est ça que les gens ont envie de lire, parce que ce sont ces articles qui ont du succès. Et puis le public interprète lui-même le propos du journaliste ou l'image qu'il voit, parce qu'en fonction de ses opinions. Il y a voilà, ça c'est très important, parce que pourquoi à mon avis, l'opinion sur les médias peut pas être positive. Mais non. Parce que on a des convictions intimes et on a ce qu'on appelle le biais de confirmation. Et on a envie que le journaliste aille dans son sens. Et s'il vous montre des faits qui vont pas dans votre sens, vous allez dire, mais pourquoi il met ça en exergue? C'est pas ça qui est important, c'est l'autre fait qui est important. Et comme tout le monde a une opinion et qu'elles sont contradictoires, vous avez de fortes chances qu'au moins la moitié des gens disent, mais les journaux c'est pas bien, les journalistes disent n'importe quoi. Moi je faisais ça à la Sorbonne avec mes étudiants, je leur montrais un quart d'heure de JT à 50 étudiants dans un amphi. Je leur montrais un quart d'heure de JT et après ça je leur disais, marquez-moi sur un papier ce que vous avez vu. Qui parle de quoi, quand, comment. Eh ben, ils n'étaient pas tous d'accord entre eux. Évidemment. Alors Pierre, justement, on va prendre Pierre, vous allez pouvoir conclure. Laetitia, Pierre, bonjour. Oui, bonjour mon cher Jean-Jacques. Merci de m'accueillir. Bonjour aux intervenants. Alors vous êtes un très gros consommateur de médias depuis 30 ans, je le sais, Pierre. Oui. Je vous connais depuis longtemps. Je vous connais d'RMC. Je vous retrouve, ça me fait plaisir d'ailleurs. De RTL, de RMC. Je suis très heureux. Vous ne me rajeunissez pas, ni vous non plus au passage. Non, ça ne nous rajeunit pas, mais vous savez à quel point je suis passionné de médias, d'informations et de politique. Et toujours juste, avec un regard souvent juste. Alors justement, c'est pour ça que là, je me suis dit, il faut quand même que je passe un coup de fil. Alors allez-y. Parce que pas long, Pierre. Non, alors je vais essayer d'être le plus concis.
oui. La culture du point d'interrogation et du conditionnel de LCI, par exemple, mais pas seulement. Hein, je ne parle même pas de CNews. Hein, comme vous avez dit, ce sont des médias engagés, complètement engagés, et qui d'ailleurs vont toujours dans le même sens orienté. Donc là, quand on a un œil un peu averti, on voit bien à qui on a affaire. Mais LCI, par exemple, sur la guerre en Ukraine, qui est la chaîne qui le couvre le plus, je trouve complètement hallucinant depuis un an. On a eu Poutine qui a fait assassiner ses sosies, on a eu Poutine qui avait un cancer en phase terminale, on a eu je ne sais plus quelle ânerie encore qui a été déblatérée à l'antenne et débattue pendant des heures, et tout cela venant des informations données par les services ukrainiens, par les services britanniques et par les services américains. Donc, on met un point d'interrogation en dessous le bandeau et on dit Poutine aurait un cancer. Voilà. Et alors on en débat. Oui, Poutine est-il malade? Point d'interrogation. Voilà. Alors la culture du point d'interrogation depuis quelque temps maintenant, depuis des années, c'est assez hallucinant parce que en fait, qu'est-ce qu'on voit? L'observateur qui n'est pas averti voit comme si c'était une information puisqu'on en débat. C'est donc qu'il existe bien quelque chose derrière. Et tout ça vient uniquement, et c'est ça que je trouve le plus grave, d'une seule source. C'est fou quand même. Quand on mais Pierre, il y a des journalistes, alors je ne vais pas faire la promotion de certains journalistes hommes ou femmes, mais des journalistes qui fuient ce genre de choses et qui essaient de rester très fidèles aux faits. Pierre, vous avez raison de soulever cette question et je vais faire un tour de table et ça nous permettra de terminer notre débat. Merci Pierre, hein, dans tous les cas. Hein. Vous avez soulevé une vraie question. Mais je le savais, hein, je le savais. Bon, allez, à bientôt, Pierre. À bientôt. Merci à vous. Merci, dans les journaux où j'étais, il y avait deux adages. Un, pas de point d'interrogation. Ah, oui, parce que vous êtes censé apporter des réponses et non pas des questions. Les questions, vous les posez au début de l'enquête et après, vous donnez des réponses. Bah, évidemment. Même si elles sont difficiles ou pas tout à fait doivent être lancées, mais pas de point d'interrogation et pas de conditionnel. Ouais. Ce que vous écrivez, c'est vrai ou on n'est pas sûr que ce soit vrai, à ce moment-là, vous ne l'écrivez pas. Pas de point d'interrogation, pas de conditionnel. Mais je pense qu'il faut surtout de la bonne foi. Oui. C'est-à-dire que même si on sait qu'on n'est pas parfaitement objectif, une fois qu'on a recueilli les faits, qu'on a fait le travail, ensuite on a quand même un point de vue, on peut être un peu subjectif, mais de bonne foi. Et ça, c'est très important. Pas de point d'interrogation, pas de conditionnel, d'exclamation, pas de conditionnel, où on le sait ou on ne le sait pas. Donc on dirait que non, non, on ne sait pas. Hein, bon, ça c'est. Et puis alors. Comme disait un rédacteur en chef il y a fort longtemps, pour les adjectifs, tu viens me voir avant de les mettre. Hein. Oui, qualificatif. Oui. Adjectif qualificatif. N'oublions pas, qui qualifie. Voilà. Qui qualifie un fait. Et ça change tout de suite le fait. Et ça change tout de suite le fait, évidemment. Bien, merci à tous les trois d'être venus nous voir pour débattre, dialoguer, réfléchir à notre métier que nous aimons. Il est 11h56, vous êtes sur Sud Radio. Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h05, merci d'être avec nous. Vous êtes sur Sud Radio. Ça me fait plaisir de vous avoir avec nous. Je voudrais que nous reprenions. Dans un instant, nous allons recevoir Pierre Varro. Pierre Varro qui publie un livre qui a pour titre « Parler comme Obama, adopter la rhétorique des leaders » au First Edition. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'apprendre à parler en public et de regarder et de décortiquer les discours des grands de ce monde, enfin les grands, des grands dirigeants de ce monde qui ont des techniques pour s'adresser parler en public et s'adresser aux foules et qui ont des techniques très particulières. Mais tout de suite, je voudrais quand même revenir sur un fait qui a non seulement agité les réseaux sociaux, mais qui a choqué, qui a surpris, qui a étonné beaucoup de monde, dans le monde entier d'ailleurs. Les réactions sont extrêmement nombreuses. Le Dalai Lama, qui est le chef spirituel tibétain, il a 87 ans, a demandé à un petit garçon de lui sucer la langue. Est-ce que vous avez vu cette image qui a choqué évidemment? C'était il y a quelques semaines à l'occasion d'une audience dont une vidéo a émergé sur les réseaux sociaux qui sont en émoi. Alors, Jean-François Colosimo est avec nous, historien, théologien. Jean-François Colosimo, bonjour. Bonjour, Jean-Jacques Bourdin. Merci vraiment d'être avec nous. Sa sainteté souhaite présenter ses excuses au garçon et à sa famille, ainsi qu'à ses nombreux amis à travers le monde, pour la peine que ses paroles ont pu causer, indique un communiqué publié sur le compte Twitter officiel du Dalai Lama. Le Dalai Lama, d'abord, avez-vous été
vous aussi surpris, étonné par cette image? Non, parce que je crois que cette image manifeste très exactement le fait que le bouddhisme tibétain est une religion comme les autres. Nous avons été en quelque sorte abusés par la présentation d'une forme de spiritualité extrêmement sympathique, mais en fait, ce bouddhisme tibétain, il est empreint de chamanisme. C'est une véritable église avec un pontife, avec des clercs, avec des ordres monastiques. Et puis, effectivement, comme toute religion, eh bien, il y a des abus, et entre autres des abus sexuels dans les lamaseries à l'égard des enfants. Donc là, on n'est pas dans un cas d'abus, bien sûr, mais on voit qu'il y a en fait aucune conscience claire de ce type d'enjeux qui, chez nous, il faut le reconnaître, sont devenus quand même une priorité, entre autres, de l'Église catholique. Voilà. Donc le Dalai Lama, en fait, a pendant très longtemps, en fait, présenté un bouddhisme tibétain soft, parce qu'il fallait évidemment représenter le Tibet, martyr sous la Chine. Mais en fait, quand vous voyez bien les choses, et quand vous examinez sa biographie, il a toujours été un ami. Oui. Des régimes d'extrême droite en Asie. Il a condamné férocement l'homosexualité lorsqu'il est arrivé en Occident, avant de se reprendre, de comprendre que c'était pas le moyen, finalement, de bien faire accepter sa cause. Et puis aujourd'hui, il est dans l'impasse. Il est dans l'impasse. Est-ce que ça représente bien sa personnalité? Parce que certains disent, bon, c'est une personnalité qui est contestée, hein, le Dalai Lama, qui est contestée. Est-ce que il s'est rendu compte vraiment de ce qu'il faisait? Non, je crois que ce geste manifeste plutôt ce que habituellement nous ne voyons pas. Voilà. C'est-à-dire un pontife qui a en quelque sorte tous les droits, puisqu'il est, n'est-ce pas, un Bouddha incarné, et qui a en quelque sorte tous les pouvoirs, et qui, je dirais, se permet ce que personne ne s'autoriserait. Moi, je crois que c'est ça la chose. Et puis aujourd'hui, il est très contesté, d'abord parce qu'évidemment, il est très vieux, donc il craint que les Chinois ne créent un Dalai Lama bis, en identifiant, vous savez, les Tibétains identifient des enfants comme étant la réincarnation du Dalai Lama. Alors, il craint véritablement que les Chinois inventent un Dalai Lama bis et que les Tibétains surtout avec deux Dalai Lama. C'est pour ça qu'il dit qu'il va peut-être pas se réincarner. Et puis d'autre part, la jeunesse tibétaine, qui est engagée dans le combat pour l'indépendance, ne le reconnaît pas comme son leader du tout. Est-ce que l'image du bouddhisme est ternie par cet épisode? L'image du bouddhisme réel, non, parce que le bouddhisme réel, c'est aussi ça. Mais l'image du bouddhisme qu'on a fabriqué ici en Occident, et qui est un peu un attrape-gogo, il faut le dire, oui, bien sûr, et c'est tant mieux, parce que c'est un moment de lucidité. Il y a d'authentiques trésors dans le bouddhisme, mais dans cette religion, comme dans toutes les autres, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Merci pour cette lucidité, cette clarté, Jean-François Colosimo. Merci à vous. Merci à vous. Il est 12h11. C'est intéressant d'entendre ce que nous venons d'entendre. Pour comprendre, encore une fois, pour essayer de comprendre les choses. Il est donc 12h11. Je reçois Pierre Varro dans un instant. Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h14. Nous recevons Pierre Varro. Pierre Varro, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Pierre Varro. Je rappelle que vous avez dirigé le Petit Robert. Absolument. C'est cela. Bon, dictionnaire, célèbre dictionnaire. Vous publiez chez First Edition un livre qui a pour titre « Parler comme Obama, adopter la rhétorique des leaders ». Alors, nous allons voir quelle est la rhétorique des leaders. Ça va servir toutes celles et ceux qui ont peur de s'exprimer en public, qui ont une timidité, un stress. C'est vrai que c'est effrayant parfois de prendre la parole en public, Pierre Varro. On a tous peur de parler, il faut être clair. Oui. On a tous... Vous vous souvenez du mot de Sarah Bernard qui disait bon, le trac, si vous n'avez pas le trac, c'est que vous n'avez pas de talent. Donc de toute façon, on a tous le trac, il n'y a pas de problème là-dessus. La question, c'est de se dire, est-ce qu'il y a des outils, est-ce qu'il y a des leviers qui sont plus efficaces que d'autres pour être compris et de façon simple ?
Et pour être simple, et en fait pour être compris, il faut faire simple. C'est ça le paradoxe. D'abord connaître le message qu'on a envie de transmettre. Oui, alors si vous n'avez rien à dire... Le maîtriser. Clairement. Si vous n'avez rien à dire, la rhétorique ne va pas vous aider. Non, si on n'a rien à dire, on ne prend pas la parole. Hein. Absolument. Ça, c'est le premier point. Oui. Après, si vous avez des choses à dire, effectivement, vous y avez réfléchi, et vous dites comment je vais utiliser, quel tremplin je pourrais utiliser pour monter plus haut. Oui, évidemment. Et là, il me faut un trampoline un peu efficace. Voilà, il faut que ma prise de parole soit efficace, soit entendue, soit écoutée, plus encore, soit écoutée par l'auditoire. Bon, alors, vous avez attentivement examiné les discours des grands dirigeants de passé et présent de notre monde, et vous avez dégagé quatre lignes directrices. La métaphore, la métonymie, le contraste, et le quatrième, la musique des mots. La musique des mots. Et je vais m'appesantir sur ces quatre lignes directrices. La métaphore. Là, vous mettez en avant une phrase de Winston Churchill qui avait le sens de la métaphore. Vraiment. Churchill. Depuis Stettin sur la Baltique jusqu'à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer s'est abattu sur le continent. On voit tout de suite le rideau de fer s'abattre. Métaphore, l'image. Essentiel d'avoir des images dans son discours. Oui, parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'une métaphore? C'est un dessin avec des mots. Oui. Vous utilisez un raccourci, dire là où il va falloir des longs pour descendre la montagne, on va faire des zigzags. Là, tout à coup, flouf, vous prenez un raccourci et tout le monde comprend. Oui. Tout le monde comprend. Bruges, la Venise du Nord, tout le monde, même si vous n'avez pas visité Bruges, vous dites bon, il doit y avoir des canaux là-bas. Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est clair. Ça, c'est première ligne directrice. Ça, c'est celle que tout le monde, quasiment tout le monde utilise. Oui. Bon. Ensuite, la métonymie. Alors la métonymie, certains ne savent pas ce que c'est que la métonymie. Donc Barack Obama, qui est un as, je cite, enfin c'est pas moi qui le cite, c'est vous. Un homme dont le père, il y a moins de 60 ans, risquait de ne pas être servi ici dans un restaurant, peut maintenant se trouver devant vous pour prêter le serment suprême. Là, il parle de lui, évidemment. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que n'importe quel technocrate aurait dit la mobilité sociale ascendante des Noirs en 2 générations a permis que ceux qui étaient les victimes de la ségrégation, tout le monde roupille depuis 5 minutes là, puissent enfin accéder au rôle suprême. Voilà. Lui, c'est un homme dont le père, il y a moins de 60 ans, risquait de ne pas être servi ici dans un restaurant. Ici et maintenant. Il y a les deux mots. Ici, dans un restaurant, peut maintenant se trouver devant. Il y a le ici et maintenant. C'est ça la métonymie, c'est le sens du détail. C'est vous plongez directement. C'est le reporter qui vous emmène en direct dans une manif, dans une bagarre à Kiev, etc. C'est vraiment la plongée en direct. Oui. Là, c'était un as. C'est un as. Hein. Oui. Et Obama. En fait, c'est le contraire à peu près de tout ce qu'on a appris à l'école. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'oublier. Ce qu'on a appris à l'école, on nous a appris à argumenter, à descendre, à déduire. Et lui, ce qu'il nous apprend, c'est à induire, c'est-à-dire à remonter de l'entonnoir, du bas de l'entonnoir, en disant, mais ok, si je prends un exemple qui est significatif, alors tout le monde va comprendre le sommet de l'entonnoir qui était un peu compliqué, là, le début de l'argumentation. Le contraste. Alors, et là, vous appuyez sur une phrase de John Fitzgerald Kennedy, prononcée le 2 janvier 1961. Mes chers compatriotes américains, ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Mes chers concitoyens du monde, ne demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, mais ce qu'ensemble nous pouvons faire pour la liberté de l'homme. Là, le roi du contraste. Oui, et alors l'intérêt du contraste, c'est que, vous savez, quand vous apprenez une langue étrangère, vous êtes toujours en retard. Si vous essayez de comprendre ce qu'on vient de dire, et vous commencez à dire « je maîtrise la langue étrangère », quand vous commencez à anticiper ce qui va être dit dans la deuxième partie. Et bien avec Obama et avec Kennedy, avec tous ceux qui maîtrisent le contraste, en fait, la première partie de la phrase, elle vous permet
elle permet à l'auditeur de comprendre ce qui va être dit dans la deuxième partie, ce qui fait qu'on se sent plus intelligent. Et du coup, on accompagne l'orateur, on se dit, il est super. En fait, c'est parce qu'il a bâti sa phrase en disant, on ne fera pas ceci, donc on pourra faire cela. La question n'est pas de savoir si le gouvernement est libéral ou antilibéral, la question est de savoir si le gouvernement fonctionne. Donc, en permanence, il va vous expliquer, Badinter le fait, Churchill le fait, De Gaulle le faisait aussi. Oui. Mitterrand le faisait. Et Mitterrand le faisait. Avant de vous parler d'Emmanuel Macron, de ses discours qui sont différents selon les situations, Pierre Varro, dernière question, c'est la musique. Oui. Alors la musique, quelle musique? Faut-il entonner? Faut-il... Qu'est-ce que c'est que la musique? La différence entre la musique et un bruit, c'est des sons aléatoires. La musique, c'est des rythmes, c'est-à-dire c'est les mêmes sons qui vont revenir avec une certaine périodicité. Et du coup, I Have a Dream, quand Martin Luther King raconte ça pendant 8 fois, ou bien Moi président je, vous vous souvenez de l'anaphore de Hollande. Moi président je, pouf pouf, moi président je, pouf pouf, etc. Yes we can, yes we can, yes we can. Ça c'est des rythmes, c'est des refrains, c'est comme des chansons. Oui. Et là, du coup, la musique... Et c'est efficace. C'est évidemment terriblement efficace. Parce qu'en fait, on attend la suite et on se dit, mais c'est... L'idée, finalement, c'est de toujours captiver et de toujours prendre l'attention, aller chercher l'attention de l'auditoire, quel qu'il soit. Et en faisant simple, vraiment chaque fois en étant le plus simple possible. Oui, évidemment, évidemment. Alors, je voulais m'attarder quelques minutes sur les discours d'Emmanuel Macron parce que je suis frappé. Parfois, certains de ces discours sont très... je ne vais pas dire clean, puisque c'est du franglais, c'est de l'anglais, mais c'est ça, hein, lisse, assez lisse, et puis tout à coup, il y a des emportements. Alors moi j'ai une explication. Alors c'est tout simplement que quand les discours sont écrits par d'autres, il y a des plumes pour l'Élysée depuis 30 ans. Il y a des plumes. Il y a des plumes. Alors ce sont Chaque des président a sa plume. Ce sont de très bons élèves. Ils vont vous faire des phrases, mais à un moment donné, moi j'ai trouvé une vidéo magnifique, mais tout le monde roupille. Et puis lui-même, il y a des moments, il découvre le discours et il dit, excusez-moi, là, je vais reprendre. On était juste à la veille du premier tour de 2017, donc de la première élection. Vraiment, il parlait aux profs sur la recherche. Il y avait quelqu'un qui lui avait fait un discours, il disait, écoutez, je suis désolé, je suis en train de découvrir. Mais en fait, voilà ce que ça veut dire. Donc ça, c'est les phrases des technocrates qui... Bon, Obama, il écrivait lui-même. Il écrivait lui-même. Et il dit d'ailleurs, il le dit à plusieurs reprises, il dit, mais je suis meilleur que les gens qui écrivent les discours pour moi. Il le dit sans aucune comme ça. fausse modestie. Et quand Emmanuel Macron improvise, alors là, ça peut être très violent. Ça peut être très violent, c'est tout à fait un autre homme. Absolument, c'est-à-dire, je sais pas, quand il vous dit, par exemple, métonymie, il dit à quelqu'un, tu veux trouver du boulot, je vais t'en trouver, moi je vais de l'autre côté de la rue. Voilà. Bon. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire effectivement, on part du bas de l'entonnoir, on dit, non, le chômage, il y a 5 millions de personnes, 7 millions de personnes au chômage, mais en fait, moi je vais t'en trouver du boulot. En réalité, peut-être qu'il a raison face à un garçon qui cherche du boulot pour être garçon de café, mais les 7 millions d'autres, ils disent mais moi je suis pas en train... Enfin, il y a un moment donné, Macron, qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça? Il vous met dans un tunnel, vous savez pas s'il fait jour ou s'il fait nuit. Et du coup, il vous dit il fait nuit, mais vous en savez rien. Et le temps de sortir du truc, vous dites bon, ok, il avait raison. Et 5 minutes plus tard, vous dites mais non, il m'a raconté des sons. Et c'est ça le problème, c'est il vous met dans un tunnel où vous savez pas s'il fait jour ou s'il fait nuit dehors. Alors, Pierre Varro, donc c'est utile de lire votre livre pour la prise de parole en public. Les hommes politiques, comment vous écoutez les hommes ou les femmes politiques, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, vous trouvez comment leur discours? Vous trouvez que... Alors, clairement... Le niveau, franchement... Non, quand ils ont de bonnes plumes, celles qui évitent les phrases technocratiques, ça marche bien. Vous avez vu, dans mon livre, je donne quand même des conseils pour éviter les ratages, c'est-à-dire notamment les contrastes avec trop d'excès. Vous vous souvenez du PSG, quand on dit vous prenez pas l'avion, vous devriez pas prendre l'avion pour aller à Nantes. Le gars dit oui, on est en train de réfléchir à savoir si on va pas y aller en char à voile. Mais c'est exactement des contrastes. Ça, c'est du ratage absolu parce que c'est de l'excès. Il faut y aller doucement. Enfin, le sens de la mesure des Grecs. Il faut rester au milieu. Il faut pas être trop violent. Alors, c'est toute la question
question de nos hommes politiques ou de nos femmes politiques. Est-ce qu'ils restent à peu près pour ne pas séparer? Ils ne sont pas des chefs de tribu. On est dans un État démocratique, c'est-à-dire dans un État où le chef d'État y rassemble. La différence entre un chef d'État et un chef de tribu, c'était en Syrie pour Bachar al-Assad ou en Irak pour Saddam Hussein. Il y en a un qui était le chef de la tribu des sunnites, l'autre qui est le chef de la tribu des chiites. Ça vous fait pas un chef d'État, ça. Un chef d'État, c'est quelqu'un qui rassemble. C'est quelqu'un qui va dire nous, we the people, comme disait Obama. Là, oui. Alors vous dites, en conclusion de votre livre, si votre prise de parole n'apporte pas de surprise, préférez le silence. Ouais. Tout pouvoir est un pouvoir de mise en récit. Oui, de récit. Et le contraste est peut-être le premier des levés pour créer ce récit. Parce que dès que vous dites... Savoir créer un récit dans son discours, quand vous prononcez, quand vous vous exprimez en public. Savoir créer un récit. C'est-à-dire une tension. Le contraste, c'est une tension entre deux niveaux. Oui. Et là, il y aura de l'électricité entre le haut de la cascade et le bas de la cascade. Vous allez pouvoir faire couler de l'énergie. Bien, merci Pierre Varro. Parler comme Obama, adopter la rhétorique des leaders. First édition. Merci de nous avoir accompagnés comme tous les jours. Évidemment, c'est l'heure d'André Berkoff, 12h26.